Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'oiseaux, nous n'allons pas parler de saison de reproduction ni de saison de mue. Je vais juste partager avec vous certains de mes livres préférés, certaines de mes revues. Donc je suis abonné à plusieurs organisations, à plusieurs clubs français, et donc du coup je suis aussi abonné ou adhérent en fait à certaines revues. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est partager quelques références avec vous, vous montrer, en fait, vous donner une idée sur le type de livre ou revues qu'on peut trouver sur les commerces via des clubs ou des associations. Et puis dans une autre vidéo, je vous partagerai en fait les livres dédiés à la médecine ornithologique. Donc les livres en fait qui résument un peu les phénomènes dans les élevages, les maladies, les démonstrations, en fait tout ce qu'on a pu voir en partie sur cette vidéo ont été tirés en fait sur des livres plutôt vétérinaires. Je vous donnerai les références ou je ferai une autre vidéo sur des références un peu plus avancées. Donc là, l'idéal, en fait, c'est vous présenter quelques livres qui sont à portée de tout le monde, en fait, que ce soit débutants, amateurs ou même des gens qui sont un peu plus avancés dans l'élevage. Et je vous donnerai mon avis ou je ferai quelques commentaires au fur et à mesure. Donc tout d'abord, le basique de chez Basique, les amis, c'est les revues. Donc ça, c'est des revues, par exemple, du CDE. Je pense que c'est de cette année. Oui, donc c'est 2024. Donc là, c'est du CDE. Il existe les mêmes UOF. Ils sont là, hop. Donc l'UOF ou le CDE font des revues, des abonnements. En fait, quand vous renouvelez en fait votre adhésion dans un club, que ce soit FFO, CDE ou UOF, ils vous proposent en fait un abonnement sur 10 mois par rapport à des revues. Donc les revues, elles sont très intéressantes. Donc déjà, elles donnent des informations sur le front, par exemple, de Unicab, sur le championnat. Et ce qui est vraiment très très intéressant, donc ce ne sont pas des revues techniques, en fait, c'est comme un journal en fait mensuel qui fera le résumé de notre passion ou de ce qui s'est passé comme événement, ce qui va se passer comme événement sur les mois à venir. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est donc déjà voir les entreprises qui ont une collaboration avec le club, par exemple, des entreprises qui construisent les volières, qui vendent des compléments alimentaires, etc., etc. Donc on présente aussi des nouveaux produits qui ne sont pas encore disponibles sur le marché, mais qui le seront plus tard. Et par contre, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, ce sont les annonces. Donc les gens qui sont affiliés, par exemple, là, c'est une revue du CDE. Bon, en fait, tous les gens qui mettent leurs annonces sur le site du CDE, en fait, sont imprimés chaque mois ici avec les numéros de téléphone pour ceux qui n'ont jamais le temps d'aller sur le site de l'UOF ou le CDE. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc un abonnement sur 10 mois, soit CDE, soit UOF, ça vous permet en fait d'être au courant de ce qui se passe par rapport à la passion ici en France, les lois qui sont modifiées en permanence, etc., les championnats, les concours, les informations, les nouvelles mutations aussi. Des fois, en fait, ils font des mini-reportages ou des mini-articles chez un éleveur, par exemple, qui va partager sa passion en quelques pages, une ou deux pages, les amis. D'accord, donc moi, je suis aussi affilié à un club en fait en Espagne parce qu'avant j'étais dans un club en Belgique et puis comme j'ai arrêté en fait mon adhésion de l'autre côté, je me suis abonné à un club en Belgique, donc c'est pareil. Donc j'ai 3 revues par mois sur 10 mois, donc fois 10, en fait 3 fois 10, donc je reçois à peu près 30 revues par année, les amis. Donc effectivement, avec le temps, ça représente énormément de revues à stocker. Donc c'est pour ça en fait chaque année je stocke quelques revues des anciens livres dans le grenier. Donc ça c'est vraiment la base de la base, la revue. Ça vous permet en fait, ça vous donne une idée sur ce qui se passe dans notre passion. Et puis vous pouvez, ce qui est vraiment intéressant pour moi en fait, c'est au-delà des articles, mais c'est les contacts en fait, c'est comment on appelle ça, les annonces faites entre passionnés, entre des gens du même club, les amis. Vous pouvez trouver, pour ceux qui cherchent des Rosalbins,
Par exemple, ils n'en trouvent pas sur les sites en France parce que c'est devenu interdit de vendre. Si on n'est pas des professionnels, c'est devenu interdit de vendre. En fait, dans les revues, en fait, on a toujours ces annonces-là. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Et donc voilà, donc ça c'est un très bon point positif concernant les revues mensuelles des clubs ornithologiques français. Ensuite, bien sûr, on va parler en fait un peu des fringillidés. Donc les fringillidés, c'est toute une famille dont appartient le chardonneret. Donc moi j'ai ce livre-là. Il n'est pas destiné à un niveau amateur ni à un niveau un peu plus poussé, mais plutôt il parle un peu des fringillidés en général. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui ont demandé un certificat de capacité pour les fringillidés, pour toute la famille. Donc voilà, il parle du bouvreuil, du chardonneret, des tarins, etc., etc. Donc c'est Jacques Fèvre, vous avez déjà entendu parler de ce nom-là, en fait c'est une référence dans le monde ornithologique, et Philippe Rochet, donc le monde ornithologique francophone, que ce soit en France ou en Belgique. Donc c'est un livre qui ne donne pas vraiment de technique, il va parler de l'espèce, mais qui ne donnera pas de technique d'élevage, il ne va pas vraiment parler de l'élevage, mais c'est un livre que je conseille avant en fait de zoomer sur une espèce précise. En fait, commencer par ce livre-là qui va parler un peu des fringillidés, les espèces les plus répandues en fait en élevage dans les fringillidés. Donc ensuite, bien sûr, on va parler du chardonneret. Quand on parle du chardonneret, il y a le livre phare d'Antonio, donc c'est celui-ci. Donc certains ils vont parler d'une référence, donc Natal, Massimo Natal, mais le problème de Massimo Natal, sur ces 3 livres qu'il a fait, il n'y en a qu'un seul qui est en français. Donc j'ai les trois livres, donc la prochaine vidéo je vous montrerai les 3 livres. Il n'y a qu'un seul qui est en fait en français. En plus de ça, personnellement, c'est pas pour critiquer. Moi, j'ai du respect pour tous ceux qui ont fait des livres. Ils ont quand même franchi le pas. Ils ont quand même laissé derrière eux en fait un patrimoine, un partage collectif qui va durer des années. Mais le livre dont je suis en train de vous parler, en fait, à part les belles photos, je ne vois pas de technicité derrière. Mais on va revenir sur la technique dans cette vidéo-là. On va faire en fait un début d'une prochaine vidéo où je vous partagerai vraiment des livres et des références très techniques, où il y a des éleveurs qui se sont associés en fait à des biologistes, à des scientifiques, voire même des vétérinaires, pour pouvoir aboutir à ces livres-là. Mais malheureusement, encore une fois, ces livres-là ne sont pas en français, donc il vous faudra une application. Donc vous pouvez télécharger des applications gratuites, vous avez 1 an d'essai, etc. Sinon, vous pouvez faire comme moi, payer une application en fait qui vous traduit. Donc vous prenez en photo les pages et elle vous le traduit de l'espagnol. Elles sont souvent en espagnol, en fait ces livres-là sont souvent en espagnol. Je vais vous en présenter quelques-uns. Et lors de la prochaine vidéo concernant les références et les livres, je vous donnerai vraiment les grosses références concernant en fait l'aspect vétérinaire ou l'aspect maladie dans l'ornithologie et les ailes. Donc ce livre-là, tout le monde le connaît, tout le monde a dû l'acheter. Je pense que 80% des gens qui ont voulu acheter des livres concernant le chardonneret, ils l'ont acheté. Donc c'est un livre qui va détailler un peu les mutations, chaque mutation. Donc je vais passer l'aspect historique, l'aspect histoire du chardonneret, etc., etc. Tous les livres en fait vont commencer par ça, par la répartition du chardonneret, les aires de répartition, la menace, etc., etc. Mais par contre, ça c'est bien pour ceux qui vont aller devant un juge et défendre leur demande de certificat de capacité. C'est bien en fait, c'est de la culture générale. Mais par contre, ce qui est vraiment technique, c'est chaque mutation. Donc ce livre-là, c'est un premier pas technique, donc il va présenter chacune des mutations, il va expliquer si c'est une mutation récessive, libre, récessive dominante ou liée au sexe, quelques croisements, il va donner quelques cas de croisement. Donc ça, c'est un livre que je vous conseille, donc j'essaie de vous le mettre. Donc il est en français, donc l'un des avantages en fait de l'auteur Antonio, en fait, c'est que ces livres, ils sont en français. Donc il a fait aussi d'autres livres. Il y a un nouveau tome qui vient de sortir concernant les canaris de couleur. Donc il a énormément de livres sur les canaris mélaniques, sur les canaris de couleur, et il vient de sortir un nouveau tome canaris de couleur qui comprend les dernières mutations, les mutations combinées. Ceci dit, le livre qui vient de sortir, il est encore trop cher, donc je vais attendre avant de l'acheter, les amis. Donc premier livre qui est très intéressant, aspect technique et élevage selon mon expérience, les amis. Donc ensuite, un des livres que vous connaissez, on a assez parlé, donc le livre de Kamel Latrèche, donc un peu
pareil que celui d'Antonio, donc il va commencer par l'historique, il va commencer par un petit chapitre histoire du chardonneret, l'ère de répartition, la loi, la législation. Donc moi je trouve que ce livre-là, il y a un peu moins de pages que sur l'autre livre, mais il est un peu complet parce qu'il va concerner les gens qui veulent déposer une demande de certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement, comme il peut concerner les gens qui vont rester sur la mutation. Donc pareil, il est très complet, il parle de la législation ici en France, donc celui-ci parle un peu de la législation européenne et celui-ci va parler de la législation européenne et surtout française. Il va donner aussi quelques références. Donc la particularité de ce livre-là, c'est qu'il va citer des éleveurs français qui sont connus et qui, à ce jour-là, élèvent toujours. Donc ceux qui veulent acheter des chardonnays, connaître des grands éleveurs, et en fait, ils ne sont pas déjà dans un cercle d'élevage où ils ont des références des personnes en France, machin. Ce livre-là est une mine d'informations concernant les éleveurs qui actuellement élèvent toujours et qui se développent ou qui s'améliorent en fait dans l'ombre. Ils ne veulent pas être connus, etc. Donc il y a de très bonnes références européennes ou françaises dans ce livre-là. Et pareil, il est un peu technique parce qu'il va parler un peu de l'élevage chez Kamel Latrèche, ses débuts, ses erreurs, comment il pilotait la période de mue, comment il pilotait la période de préparation, la saison de reproduction, etc. etc. Donc c'est un livre un peu complet parce qu'il parle et de la législation, et de l'élevage, et des mutations, et il va aussi présenter les mutations, leurs spécificités et quelques cas de croisement. Donc pour moi, ça c'est un livre à ne pas rater. Donc chaque éleveur, surtout en mutation, ou même en phénotype classique, vous devez l'avoir chez vous. Et d'ailleurs, il y a encore des marque-pages, donc ça c'est la preuve que je le sors de temps en temps. Donc tous ces livres-là, en fait, je ne les sors pas systématiquement, uniquement quand j'ai besoin de préparer un thème ou un sujet pour cette vidéo, ou un thème ou un sujet pour des clubs ou des associations. Je sors, j'ai besoin en fait de me rafraîchir la mémoire. On a beau à lire, on dit souvent quand on lit on oublie, quand on écrit on retient, et quand on fait on sait faire, les amis. Donc il faudra faire des exercices, surtout sur les lois de Mendel avec les mutations nouvelles, etc., etc. Donc ensuite, là, on va passer à des livres qui sont un peu anciens, mais j'ai quand même trié. J'ai plus de 100 livres en italien, en espagnol et en français. Voilà, donc là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est vraiment pour les débutants. C'est des livres qui ne sont pas très compliqués à comprendre. Ils sont pas ils n'ont pas trop de pages parce que des fois, ça peut ennuyer des gens. En fait, tout le monde n'aime pas la lecture. Moi, j'adore la lecture, les amis, mais il y a certains livres, je les ai lus au moins 5 fois, en fait, au bout de 10 ans, 15 ans. Celui-ci, par exemple, à chaque fois, j'y reviens, quoi. Donc ça, c'est un livre vraiment très, très, très light. Donc Ravazzi, vous le connaissez, il a plusieurs références, mais par contre, aujourd'hui, il n'existe plus de livre récent. En fait, mais je pense qu'il a été dédicacé, celui-ci. Je ne me rappelle plus. Alors, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Donc Marcel Ruel, j'ai le livre de Marcel Ruel que vous avez aussi vu dans d'autres livres. Donc d'autres livres cités, le livre de Marcel Ruel qui est là, les amis. Et je pense que c'est Marcel Ruel qui a été dédicacé, voilà. Il m'a été dédicacé et dans les années 94, donc j'accompagnais des éleveurs. Celui-ci m'a été dédicacé parce que c'est mon ami Kamel aussi. Voilà, donc celui-ci... Et celui-ci, c'est un livre très très light, les amis, qui va aussi parler en fait des fringillidés. Voilà, donc ça, c'est un livre que vous pouvez trouver, je pense, occasion sur les plateformes qui revendent. Il va parler un peu, en fait, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'il y a des photos. Et à l'époque, on essayait en fait de creuser, pas sur l'aspect plutôt croisement et transmission, mais aspect comprendre ce qui se passait dans les élevages, aspect en fait démonstration, analyse de ce qui se passe comme problème dans les élevages. Et c'est un très très bon livre comme celui-ci. Donc celui-ci, c'est un livre qui vous explique comment élever, celui-ci Ravazzi, et celui-ci c'est un livre qui va vous expliquer quelques phénomènes. Donc je vous les approche. Donc ils sont tous en français, tous ces livres là ils sont en français. Donc celui-ci, c'est un livre qui va vous présenter un peu les chardonnays sous ses déclinaisons. Donc
la forme nominale et le chardonnay du Himalaya aussi en forme nominale. Et celui-ci va vous expliquer quelques problèmes ou quelques démonstrations dans les élevages. Et encore une fois, il ne cible pas que les chardonnays. Donc ça aussi, c'est des livres qui sont, vous voyez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Donc c'est des livres très abordables. Il y a beaucoup de photos déjà. Donc ça c'est pour encourager en fait les gens. Et celui-ci, il explique en fait une partie des vidéos techniques qu'on avait faites sur la chaîne, en fait est basée sur ces livres-là. Donc une partie est basée sur des conférences auxquelles j'avais assisté, notamment Docteur Kola, Docteur, j'ai oublié son nom, le docteur belge, j'ai oublié son nom, ou le docteur néerlandais, Koutel. Voilà, donc par exemple, le développement des œufs depuis la couvée jusqu'à l'éclosion, par exemple, en fait, tout a été construit, en fait, toute la vidéo a été construite à base de ce livre-là, de ce chapitre-là. Vous avez le fameux livre de Marcel Ruel. Alors, je pourrais dire oui et non. Donc, premièrement, il y a beaucoup plus de pages. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de chiffres et de statistiques. Donc, je ne pense pas que ça intéresserait les jeunes qui n'aiment pas la lecture. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'informations. Et moi, personnellement, j'ai trié en fait. Donc, il y a des pages qui m'intéressent parce que c'est de la technique. Il y a d'autres pages, c'est des études qui ont été faites par rapport à des populations, des machins. C'est beaucoup de statistiques. Et je ne pense pas que ça intéresserait en fait les débutants qui veulent en fait plutôt maîtriser l'élevage et la technique. Mais c'est une très bonne référence, le livre de Marcel Ruel. Donc ensuite, un des livres que j'ai préféré, un des livres en fait que je garde, donc celui-ci je le range jamais, donc le Jilguero, donc c'est le chardonnay en espagnol. Et en fait c'est une association d'un éleveur et d'un chercheur, donc Rafael Enrique Gomez, voilà, et plutôt là, voilà, vous voyez. Machin. Donc vous pouvez le trouver facilement, je pense qu'il date d'il y a 5-10 ans. Voilà, donc c'est un livre très très technique et c'est ce qui m'avait donné en fait l'idée de faire des vidéos techniques qui ont un rapport avec l'élevage directement. Donc il explique plein de phénomènes. Et quand je dis expliquer, c'est il explique avec des arguments, il explique avec des chiffres, il explique avec des courbes. Donc c'est un livre très très technique. Le problème de ce livre-là, comme les livres que je vais vous présenter dans une autre vidéo, c'est qu'ils sont en espagnol. Et oui, donc pour moi les meilleurs livres, donc sans manquer de respect à qui que ce soit comme auteur ou quoi que ce soit, encore une fois, un auteur a fait le pas et il a généré en fait un patrimoine qui sera partagé pendant des générations. Donc chapeau et bravo à tous les auteurs. Mais par contre, les meilleurs livres techniques, je parle bien de la technique, sont des livres espagnols et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été traduits en français en vente. Donc du coup, j'en ai plusieurs. L'un des livres qui est abordable et qui va plutôt s'attaquer à des phénomènes basiques dans l'élevage, c'est celui-ci. D'accord? Et puis lors de la première, par contre, il vous faut une application. Par exemple, le dimorphisme, le masque, c'est quoi le masque, d'où vient le masque, d'où vient le jaune des ailes, etc. etc. Donc la panachure, ce qu'elle fait sur les gènes, etc. etc. Donc c'est un très 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 bon livre, mais par contre, il n'existe pas en français. Mais il ne faut pas que ça démotive en fait les passionnés. Donc vous avez des applications. Donc moi j'ai 3 téléphones et je télécharge des applications qui soit gratuitement pendant 30 mois et à un moment donné j'en avais marre. Donc j'ai acheté une application que je paye tous les mois 4-5 euros. Et puis chaque page, je prends en photo chaque page et la page elle est traduite instantanément. Donc du coup je fais de la lecture de ces livres-là sur mon téléphone. Et là l'objectif c'est que je peux aussi l'enregistrer sur mon téléphone. Pour plus tard, c'est-à-dire quand je suis dans le train, quand je suis sur mon fauteuil, etc. Je n'ai pas besoin d'avoir le livre tout de suite, je regarde directement mon téléphone, les amis. Donc un des livres à ne pas rater pour les plus courageux. Donc c'est un livre très technique. Et puis ça c'est le début. En fait, si vous voulez, c'est quand vous achetez, vous commencez en fait à vous intéresser aux sujets qui sont là. C'est le début vraiment de l'aspect vétérinaire, de l'aspect maladie et d'un aspect un peu plus poussé en fait dans l'élevage.
D'accord. Qu'est-ce que je pourrais... Donc aussi des revues ou des livres concernant les plantes. Donc dans le livre de Kamal, il en parle. Donc il parle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le livre de Kamal, c'est un livre pour moi qui est complet. Il va pas trop détailler. Donc il va parler de l'élevage, de l'alimentation, des maladies, des mutations, etc., etc. Donc lui, il a parlé des graines à donner par saison, mais par contre, vous pouvez toujours compléter via des livres un peu spécifiques. On a vu sur cette chaîne-là l'ortie qui est très... En fait, l'ortie va déstresser les oiseaux. Donc vous pouvez en donner l'ortie pendant toutes les saisons et on n'a pas besoin d'attendre l'automne pour aller cueillir l'ortie. On peut l'acheter en fait dans les magasins bio, c'est ce que j'ai fait cette année. Mes oiseaux, ils ont été moins stressés. Donc l'ortie déstresse les oiseaux en captivité sont souvent stressés, même s'ils sont habitués, ça fait des générations qu'ils sont apprivoisés, etc., etc. En fait, dès qu'on rentre, dès qu'on allume l'aspirateur, dès qu'on allume la VMC, dès qu'il y a du bruit, la musique, la télévision, etc., ils commencent à stresser et l'ortie en fait va les déstresser, donc c'est très très bien. Le chardon-marie va nettoyer le foie, encore une fois, c'est la choline naturelle. Le pissenlit, comme le nom l'indique, c'est pisser au lit, donc pissenlit c'est pisser au lit, en fait ça nettoie les reins, encore une fois les amis. Donc toutes ces informations, on peut les retrouver directement soit sur internet pour ceux qui savent comment rechercher, etc., ou bien vous achetez des livres qui coûtent pas cher. En fait, il y a des livres à 10 euros où on parle en fait d'une collection de plantes pour l'humain et c'est à nous de trier pour voir en fait le croisement entre l'humain et les oiseaux. Donc bien sûr, c'est une première vidéo où je donne en fait quelques références parce qu'il y a énormément de questions. Ça fait 3 ans qu'on est sur cette chaîne-là, ça fait 3 ans en fait qu'on développe un lien et les gens me demandent en permanence quelles sont tes références. Donc mes premières références déjà, c'est mon passé, c'est mes expériences, c'est les conférences que j'ai assistées avec des grands vétérinaires ou des grands éleveurs. Les visioconférences, encore une fois, l'UEF continue toujours à faire des visioconférences. L'EIE, éleveurs indigènes et exotiques, continue toujours à faire des... Donc il faut en profiter. Des fois, ils invitent des gens, des vétérinaires d'une renommée européenne ou voire mondiale. Ils invitent aussi des champions, ils invitent aussi des juges. Donc il faut en profiter. Aujourd'hui, il y a juste celui qui ne veut pas apprendre qui n'apprendra pas. Parce que des fois, en fait, on reçoit un lien, on reçoit un article, il faut juste être courageux pour lire l'article de A à Z et on va apprendre 2-3 informations, c'est déjà mieux. D'accord. Donc là, on ne peut pas trouver des prétextes. Il y a des livres, c'est pas comme avant. Avant, quand on voulait apprendre l'élevage, il fallait trouver en fait un cercle. Il fallait créer un cercle d'amis où il y avait 1 ou 2 expérimentés pour pouvoir en fait récupérer le savoir-faire. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire ces efforts-là en fait avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec les visioconférences. Depuis le Covid, finalement, il a fait plus de bien à cette passion qu'autre chose parce qu'avant, il fallait se déplacer, il fallait faire 2 heures de route, hôtel, dormir sur place, machin, pour assister à 2 heures, voire 3 heures de conférence. Aujourd'hui, on assiste à une visioconférence juste dans notre lit, dans notre canapé, juste avant de se coucher, alors que la personne qui parle est de l'autre côté de la France, ou elle est je sais pas, en Allemagne ou en Belgique, etc., etc. Donc franchement, on vit dans une période où il est très facile de vérifier déjà les informations et d'apprendre. Donc voilà. Je ne peux pas parler des livres. Oui, ben, bien sûr, je vais vous parler aussi, peut-être dans une autre vidéo, en fait, des livres concernant les canaris de posture. Il n'y en a pas beaucoup, hein, les canaris de posture. En fait, les canaris de posture, j'ai surtout une collection de revues qui va parler du bossu belge, qui va parler du huppé allemand. En fait, chaque revue, elle va parler d'une espèce, mais je n'ai pas encore trouvé un livre complet qui va parler de tous les canaris de posture. Alors, est-ce que c'est compliqué à faire? Je ne sais pas, je ne suis pas juge de la CNJF. Mais voilà, la CNJF, ils ont fait un énorme travail. Donc, en plus des livres d'Antonio qui sont super intéressants. Donc, Antonio, il a fait plus de livres concernant les canaris de couleur que les chardonnays. Mais il y a la CNJF, il y a quelques années, je pense que c'était en quelle année, je ne me rappelle plus. 2023, donc la mise à jour. Ils ont fait une mise à jour de ce livre-là, donc les canaris de couleur. Et je trouve un travail remarquable. Il y a toutes les couleurs, il y a des photos, elles sont magnifiques. Les plus belles photos des livres, elles sont magnifiques. On voit le détail, il y a pas de... Elles sont bien, les photos sont bien travaillées, l'information est ciblée. En fait, on ne fait pas un paragraphe de 2 pages pour introduire une mutation. En fait, on résume la mutation directement. Et je pense que c'est ce qui fait
que les amateurs de l'ornithologie ou le canari de couleur en particulier, en fait, vont adorer ce livre-là. Donc, j'en profite pour vous le présenter. Voilà, les canaris de couleur, ça peut aussi vous aider pour comprendre les mutations chez les tarins et chez les fringillidés, les dépôts de mélanine et la caroténoïde. Donc, j'étais obligé d'en parler, mais si vous voulez, je ferai une autre vidéo parce que j'ai plus de 20 livres concernant les canaris et de posture, les revues, plus des livres de canaris de couleur. Je ferai plus tard une autre vidéo concernant les canaris. Et un autre livre, alors moi j'ai connu, en fait c'est un livre de Seam Boutata. Voilà, donc c'est une journaliste. Moi j'ai eu l'honneur de rencontrer cette journaliste lors d'une conférence. En fait, j'avais accompagné Kamel Latrèche à Paris. Et donc du coup, il m'avait présenté cette journaliste et c'est là où je l'avais connue, c'est là où, en fait, où j'avais découvert en fait son livre. Ça s'appelle La mélancolie du Macnin, voilà. Alors, donc c'est une journaliste qui s'est intéressée en fait au phénomène du chardonneret, à ce que les médias ils disent. Vous avez tous vu les missions TF1. Voilà comment en fait on déforme un petit peu l'image de cette passion, l'image en fait de l'oiseau. Alors on essaie toujours en fait de dramatiser, on essaie toujours en fait de, si vous voulez, je vais pas dire de la propagande parce que ça serait un gros mot, mais déformer l'information de telle façon en fait à rendre nuisible ce qui est derrière. Et ça, c'est très très dommage. Pourquoi? Parce que parmi les gens qui regardent ces émissions-là, il y a nous les passionnés, il y a nous les éleveurs. Certes, on n'est pas des professionnels, mais on a un minimum de connaissances techniques. Donc quand on nous montre un hybride ou quand on nous montre un tarin du Venezuela en mutation et tu entends le journaliste dire dans l'émission ah, c'est des chardonnerets qui sont, et en plus ils sont pendant la mue, donc pendant la mue même dehors les oiseaux ils sont dégueulasses. Moi des fois je suis dans mon jardin, à partir de septembre, octobre je vois des chardonnerets sauvages qui viennent manger dans les graines. En fait j'ai une mangeoire, vous le savez très bien, moi je fais souffler toutes les graines de mon élevage et pour pas les jeter je remplis en fait les mangeoires dehors pour les oiseaux de la nature. Et donc à partir de septembre, octobre, il y a des oiseaux, des indigènes sauvages qui viennent manger, ils sont dégueulasses, ils sont pires que mes oiseaux quand ils font leur mue ici en cage. Ici en cage, en fait, ils sont rafraîchis, ils ont l'air qui est généré, ils ont des vitamines, des compléments alimentaires, des oligo-éléments, etc., etc. Alors que dans la nature, c'est un peu dur, surtout quand la chaleur elle s'est décalée au mois de septembre, octobre, en fait, c'est un peu plus dur. Et donc du coup, quand on voit un journaliste qui est censé en fait être transparent, honnête et tout ça, en fait dire que ce sont des chardonnerets, alors que c'est pas des chardonnerets, c'est des tarins de Venezuela qui sont soumis à un quota de 100 par éleveur, donc ils sont légaux et qui sont en mauvaise santé alors que non, ils sont juste en mue. En fait, ça rend pas crédible ni l'émission, ni le métier du journalisme, ni rien du tout. Donc certains ont été déçus, moi je pourrais les comprendre, moi-même j'ai été un peu écœuré, un peu dégoûté de... Et en plus c'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé plusieurs fois, 2, 3 fois, en 5 ans, 2 ou 3 fois. C'est vraiment de la provocation, donc soyons plus intelligents, passons nos certificats de capacité, demandons les autorisations d'ouverture d'établissement pour représenter un poids et défendre l'élevage du chardonneret en toute légalité, les amis. Donc c'est une journaliste qui s'intéressait à ce phénomène-là, en fait, au rapport entre les médias qui donnent une mauvaise image en fait des éleveurs et de cet oiseau, et puis les éleveurs. Donc elle a fait des voyages, elle a fait un périple en Algérie pour rencontrer les vrais passionnés du champ. Et puis c'est un livre en fait où certains, donc moi quand je l'avais acheté, je savais en fait de quoi, parce que moi je l'avais découvert directement pendant la conférence. Et alors on a un peu parlé, donc le jour même je l'avais commandé et 2 jours après je l'avais reçu, donc je savais à quoi m'attendre. D'ailleurs j'ai dû le lire 3 ou 4 fois. En fait c'est une histoire, c'est pas un livre sur le chardonneret qui est technique ou qui a un rapport, mais c'est son histoire à elle avec le chardonneret qui avait déjà commencé en fait avec ses grands cousins quand elle allait en Algérie. Et puis en fait c'est ce qui est intéressant, c'est une histoire en fait qu'elle nous a racontée, une histoire entre une enquête et puis son histoire à elle avec le chardonneret depuis qu'elle était toute jeune. Et certains amis à moi qui sont éleveurs du chardonneret, en fait quand ils ont voulu acheter des livres de chardonneret, ils ont tapé livre chardonneret, ils ont eu en fait 2 résultats, soit le livre du chardonneret qui est connu, en fait c'est un roman policier, ou soit ce livre-là, ils ont acheté les deux qui n'ont rien à voir avec l'élevage. Donc je ris, vous m'excusez, mais ça me fait rire.
Mais voilà, donc moi quand je l'ai eu, j'ai envoyé une photo à plusieurs groupes pour dire bon bah, je viens de rencontrer C1, mais donc du coup pour lui faire un peu de promotion, quoi, comme c'était une personne très sympathique, etc. Bah, ils m'ont dit bah on l'a tous, sauf qu'on n'a pas compris en fait pourquoi on l'a acheté. Mais moi je l'avais acheté parce que j'aime en fait l'histoire, même dans le livre de Kamel Latrèche, il a raconté ses débuts. J'ai plus, en fait c'est personnel, mais j'ai plus aimé la partie narration, la partie en fait vécue, en fait l'histoire qui a été vécue par les éleveurs, et c'est souvent ce que je vais aller chercher. Les mutations, je peux trouver les informations ailleurs. Les maladies, je peux trouver, j'ai des références qui sont en fait sûres à 200% parce qu'en fait c'est s'en tirer en fait des sources vétérinaires, quoi. Mais par contre, ce qui est propre à chaque auteur, c'est vraiment comment il a vécu les débuts de cette passion, le milieu de cette passion et la fin de cette passion, l'amélioration, l'évolution, les erreurs à éviter, les solutions, etc. etc. Et là, en fait, ça n'a rien à voir avec l'élevage, mais c'est une très très belle histoire. Moi, j'ai voyagé à travers ce livre-là, donc je vous le remets. Voilà, donc quand on lit ce livre-là, en plus je l'avais acheté pendant le Ramadan, donc avant la rupture du jeûne, en fait, je lisais une centaine de pages. Et voilà, c'était très très agréable, donc je tiens aussi à le... Ça n'a rien à voir avec la technique de l'élevage, mais c'est un livre en fait qui va vous faire prendre un peu de recul et il va vous parler en fait d'une histoire, de l'histoire du Macnin avec une famille à moitié algérienne. Donc voilà les amis, on a fait une première vidéo de 30 minutes qui vous donne des premières références. N'oubliez pas le livre de Kamel Latrèche, il donne des références à ceux qui me disent est-ce que tu connais un éleveur à tel endroit, est-ce que tu connais un éleveur dans le sud, est-ce que tu connais un éleveur dans le Var, machin. Les amis, dans ce livre-là, vous avez plein de références. En plus, il donne les références et leurs noms sur Facebook, donc soyez plus intelligents. Vous prenez le livre, vous récupérez les références, vous allez sur Facebook et vous êtes en contact directement avec les éleveurs. Les amis, c'était Canari de 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.